Amis stripteurs, amis striptrices, bienvenue dans ce petit Strip Track. Une fois de plus, on va aller explorer de nouveaux univers de bande dessinée. Vous le savez, tendance un petit peu geeko. On aime bien ce qui porte le caleçon par-dessus le pantalon, donc on aime les super-héros. Non. On aime porter nous-mêmes. Et je ne serai pas seul pour ce Strip Track parce que si Christophe est avec nous, salutations Christophe. Salut. On est rejoint par Monsieur Germain qui a mis le doigt dans un engrenage un petit peu particulier, voilà exactement sur le super-héros imbattable. Alors ça a une petite histoire particulière et on va y revenir. Mais avant cela, discutons de ce nouveau super-héros décliné pour l'instant en 2 albums chez Dupuis, Imbattable de Pascal Jousselin. Alors, c'est Germain qui me l'a fait découvrir. Je ne sais pas si toi, Christophe, tu le connaissais. Je le connaissais. Tu connaissais dans Spirou ouais. Moi, je lis pas Spirou au quotidien, mais par rapport à Germain, qui lui-même est abonné, donc suit les aventures d'Imbattable. Mais je le lis à l'hebdomadaire, pas au quotidien. Moi, on peut le relire tous les jours. Mais effectivement, Imbattable, moi, j'avais découvert quand le premier tome est sorti. Quand le premier tome est sorti, format bande dessinée. Imbattable, c'est donc, comme on le disait, de chez Dupuis, Pascal Jousselin, et c'est un super-héros alors du quotidien, et on va voir pourquoi, très très particulier, masqué comme il se doit, avec sa cape comme il se doit, et des super-pouvoirs, mais des super-pouvoirs qui ne sont valables qu'en bande dessinée. Très particulier, effectivement, puisque c'est un super-héros de bande dessinée et qui est un peu particulier, puisque son pouvoir est de pouvoir se déplacer à travers une planche. C'est-à-dire que lui, c'est vraiment le héros de bande dessinée. Il est le seul à savoir qu'il est dans une bande dessinée. Donc, il peut voir ce qui va se passer dans la page ou voir dans la double page. Et il peut interagir entre les cases. Voilà. Et donc, on est sur une bande dessinée très particulière. Alors, c'est jeunesse, normalement. Moi, je dirais que ça se lit pour tout public. Largement. En l'occurrence, pour en avoir fait l'expérience avec les loulous, ça se découvre même à différents niveaux. C'est-à-dire que les enfants s'amusent à redresser le portrait de l'histoire. Je vous prends une page dans les premières, puisqu'on est sur l'album 1. Voilà, en l'occurrence, cette célébrissime histoire du tableau, où il retrouve le tableau parce qu'on le voit apparaître dès la case numéro 2, mais c'est lui-même qui se le file parce qu'il se l'est filé dans la 3e, etc. Et en l'occurrence, du coup, eux s'amusent à retracer et sur certains strips qui vont un petit peu plus loin dans le paradoxe temporel, parce que ça veut dire que normalement il n'est pas censé être là, mais si, parce qu'on a l'habitude de lire de gauche à droite et de haut en bas, et bien les enfants sont un petit peu, non, celle-là je ne l'ai pas compris. Alors que d'un autre côté, l'adulte peut aussi en plus s'amuser d'un certain nombre de références et de réflexions, même si d'ailleurs Imbattable, son univers va s'enrichir avec d'autres super-héros. Oui. Donc effectivement, il passe de case en case, il peut même sauter de case en case, en l'occurrence. Les petits paradoxes sont résolus au fur et à mesure. En l'occurrence, ici, il y a 2 chats. Celui qui a été récupéré dans l'arbre et celui qu'il vient de filer à la mamie. Et puis à la case d'après, puisqu'il le dit, c'est juste un décalage, et bien effectivement, tout va bien. Et ça, c'est super bien géré en termes de décalage. Et effectivement, c'est le principe même de la série, c'est de jouer sur les codes de la bande dessinée. Alors, on l'avait déjà vu. Il y a 1 ou 2 ans, avec Fall, on avait fait une strip track sur Marc-Antoine Mathieu, qui était un grand spécialiste de l'utilisation des codes du livre en général et de la bande dessinée en particulier. Et là, on est de la bande dessinée pour adultes. C'est un peu pointu quand même, Marc-Antoine Mathieu. Et là, effectivement, on a Pascal Jousselin qui utilise grosso modo toutes les contraintes de la bande dessinée pour arriver à utiliser ces contraintes et les rendre fantastiques et rendre drôles tous ces codes-là. Il y avait eu des exemples avec Franquin, avec Greg, etc., Talon. Des gens mais c'était plutôt des gags one-shot. Les auteurs ont toujours voulu un peu jouer sur ces codes-là, mais sans aller jusqu'au bout de ne faire que ça. Et effectivement, Jousselin, là-dessus, il a utilisé ce concept comme une bande dessinée par ailleurs. Et là, on parle évidemment de tout ce qui est le bord blanc, le temps, la notion de temps et l'ellipse le dans la bande dessinée, le découpage, de la narration. Mais pas que. On va aussi aborder l'aspect parfois couleur, l'aspect justement changement de page.
recto verso, etc. Oui. Double page. Et là, franchement, on est sur quelque chose qui fonctionne très très bien. Alors, c'est assez. Je vais laisser Germain la parole parce qu'il y a une petite particularité quand même. Je ne sais pas si c'est le cas, puisque moi, je ne l'ai découvert aussi comme toi, Christophe, qu'avec l'album. Donc, est-ce que c'est venu en travaillant et en se donnant un univers? Est-ce que Pascal Jousselin s'est donné un univers et se l'est développé ensuite? Parce qu'on trouve ce qu'on trouve parfois un petit peu moins dans le tome 2, un petit peu du Gaston Lagaffe. C'est-à-dire que il maîtrise pas, enfin c'est pas qu'il maîtrise pas son pouvoir, mais il pense pas toujours aux conséquences. Il y a certains gags plutôt humoristiques, dont celui-ci, qu'on retrouve un petit peu moins, comme si du coup ça y est, l'univers était plutôt aux super-héros. L'univers s'étoffe puisqu'il va y avoir d'autres super-héros. C'est quand même un super-héros du quotidien. En l'occurrence, il va régulièrement chercher son pain pour sa mémé. Super-héros de proximité du tome 2. C'est ça. J'aime bien aimer son côté Kaba qu'on voit ici. Justice et légumes frais. Voilà, justice et légumes frais. Donc il y a en même temps un côté très enfantin et puis en même temps, alors je ne sais pas si c'était le cas dans les Spirou, quelque chose qui se cherche. Oui, ça se cherche peut-être moins maintenant, mais Jousselin à la base, il le dit lui-même quand il commence à développer l'idée de la série, lui il propose une idée de gag comme ça d'un personnage justement qui est capable de maîtriser, on va dire, les codes de la BD, et il pensait pas aller très loin. Il pensait faire 5-6 planches, puis très vite s'épuiser. Donc c'était vraiment pour le magazine. magazine. C'était pour le magazine. C'était censé voilà, être une animation par rapport à un thème du journal. Enfin voilà. Et donc il propose ça, et puis au fur et à mesure qu'il commence à en faire, il commence à avoir de plus en plus d'idées, à étoffer l'univers, et il crée vraiment au fur et à mesure des idées qui lui viennent, des idées que propose son rédacteur, que proposent ses lecteurs et amis, genre hey, tu devrais essayer de jouer sur ça. Donc ça c'est le premier. Non, ça c'est pour autre chose que je l'ai sorti. D'accord. Mais si tu veux, on en cause la vie. Non, mais vas-y, continue. Tu connais. Déjà, oui, sur l'évolution, Abatab, ça fait un bon moment que ça existe. Ça a longtemps été donc en gag en une page avant de commencer à faire des mini-récits. Et puis c'était un mini-récit, 2-3 gags de temps en temps. Et puis oui, effectivement, là, ça devient de plus en plus présent. Je pense qu'il est là dans à peu près tous les 4 ou 5 numéros de Spirou, donc c'est quand même, il est là à peu près une fois par mois, et il y a vraiment un univers qui s'est étoffé avec des nouvelles idées qui se sont rajoutées. Oui, tout à fait. Ça, je l'ai ramené parce qu'il y a un truc rigolo dans Spirou. Alors, je ne l'ai pas trouvé pour tous. Si tu peux retrouver cette histoire-là. Oui, parce que du coup, ça a donné lieu à des fantaisies éditoriales. Oui, je ne sais pas si c'est comme ça. Je ne sais pas si c'est facile de le faire en vrai. Mais en gros, c'est très rare. Moi, les seuls cas où j'ai vu ça, galère, j'imagine. C'est effectivement, je faisais référence à Marc-Antoine Mathieu, parce qu'effectivement, j'ai vu, il n'y a que dans les bouquins de Marc-Antoine Mathieu qu'on peut voir d'un album découpé. Et non, c'est pas la première fois que fait Dupuis, parce que Dupuis le faisait pour les Cannibales, où tous les albums étaient mangés par le haut. Tu as mais c'est rare. La clé du mystère, où les dernières pages étaient scellées aussi, parce que c'était la résolution de l'enquête. Et là, en l'occurrence, ça fond. Ça fond, et sur le coup, quand tu le découvres, moi perso, j'ai tellement pas l'habitude que les bandes dessinées soient abîmées ou quoi. J'ai fait Germain va me tuer. Et maintenant c'est voulu, et en plus c'est intégré à dans l'histoire des deux côtés, partout. Mais en magazine, il y a quelques épisodes comme ça, c'est en mode legacy, c'est-à-dire qu'il y a un dans truc, le journal, il ne pouvait pas se permettre de. Et tu as Jousselin, donc l'auteur qui se dessine lui-même, en te disant maintenant vas-y, aie le courage de découper, sinon tu comprendras pas l'histoire. D'accord. Ok, donc c'est pour ça que tu avais amené celui-là. Voilà. Donc, le premier tome est sorti il y a à peu près un an. Le deuxième, il vient de sortir, là, le tome 2, donc super-héros de proximité. Alors, on a un rythme un peu différent parce qu'effectivement, le premier tome est beaucoup sur des histoires courtes, enfin même des gags. Format magazine, c'est des gags d'une page ou 2 pages. Et puis le deuxième album est plutôt sur des histoors un peu plus longues, voire même un mini-récit. Oui. Il y a un mini-récit un peu plus long. Et c'est pas exactement l'ordre de parution de la série. D'accord. Ça a été remanié. Dans le tome 2, il y a des gags, même des premiers gags qui n'ont pas été mis dans le tome 1, qui sont remis ici. Les histoires ont été réarrangées dans un certain ordre aussi, des fois pour suivre des personnages qui vont et viennent. Dans le tome 1, le méchant, le plaisantin, les deux histoires étaient assez proches l'une de l'autre. Là, ils en ont mis une dans le premier tome, une dans le deuxième. Dans d'autres détails comme ça, il y a un personnage du tome 1 assez secondaire, mais qui est
une dame de la finance. Chef d'entreprise. C'est ça, chef d'entreprise. Elle est dans 2 mini-récits, mais dans le magazine, entre les 2 mini-récits, il y avait plusieurs années d'écart. Enfin, quand la deuxième histoire est parue, ce personnage, je ne me rappelais pas du tout. Et là, le fait qu'il les ait remis proches l'une de l'autre, bon, ça crée autre chose, ça crée une dynamique aussi entre les histoires. Alors du coup, cette impression de plus gag et plus. Oui, ben voilà, entre les deux. Mais alors c'est là où, pour moi qui le découvrais assez rapidement, j'ai lu le 1 et très vite le 2. Alors je sais pas du coup comment ça s'est vécu pour vous. On est amené très vite à s'attacher, à la petite ville, y compris au petit méchant, l'espèce de savant fou, qui ne comprend pas, définitivement pas comment Imbattable peut, alors qu'on finit par lui dire, mais je suis là, je sais déjà que je t'ai battu, donc, mais non, c'est pas possible, etc. Et puis du coup, avec juste un doigt, il pousse le bras du robot qui du coup se détruit lui-même dans la case d'après, et le pauvre, comment c'est déjà son nom? C'est Savant Fou, il finit toute la nuit en disant, avec juste un doigt, il a détruit mon robot avec juste un doigt. Il y a les habitants de la ville, entre autres le brigadier Jean-Pierre, qui va du coup le suivre dans même des aventures un peu plus longues qu'il y a dans ce tome 2. Et puis 2 nouveaux super-héros. Et c'est là où je trouve ça assez excellent parce que il découvre d'autres façons que Imbattable. C'était déjà une première découverte. Et là, en l'occurrence, le deuxième super-héros qui arrive, qui est celui qui joue avec les proportions. Et au début, avec les perspectives, pardon, excuse-moi, avec les perspectives. Et au début, on ne le comprend pas puisqu'on le voit de loin. On voit la voiture voler et s'écrabouiller. Et en fait, quand il arrive de l'autre côté, on comprend que, effectivement, là, il le voit de loin et donc du coup, facilement, il peut saisir l'arbre et l'arracher puisque, en fait, pour lui, c'est un tout petit truc qui est grand comme ça. Et il peut jouer. Enfin bon, en l'occurrence, pour l'instant, ils le font jouer, je le mets, tiens, Fall, ici, ils le font jouer aux gardes-barrières, sauf que ça ne le fait pas beaucoup rire en tant que super-héros, mais on le retrouvera, puisqu'il va devenir un… C'est le stagiaire. C'est ça, c'est le super-héros stagiaire. Voilà. Et le troisième qu'on découvre dans le tome 1, qui est assez étonnant, c'est le papy bouliste. Oui. Alors attends, il faudrait que je le retrouve un petit peu vite. C'est avec le maire. C'est le maire. Parce que voilà, ça y est, c'est ça. Voilà, Monsieur le maire, je le laisse pour que voilà, impec, merci Fall. Monsieur le maire a visiblement envie de moderniser, et là ça me fait penser à la soupe aux choux avec le progrès économique. Et donc du coup, en l'occurrence, il veut installer quelque chose sur là où il joue aux boules, et on découvre que ce vieil homme qui est ici a la capacité d'user des phylactères, comme on appelle ça. Voilà. C'est ça, c'est de faire que les phylactères soient solides. Ouais. Donc, il joue sur les phylactères et ça, c'est pareil. On est vraiment dans le cas de… Sachant que les gens qui vivent cette histoire-là, eux ne voient pas le phylactère. Non, ils ne voient pas ils voient les mecs en train de voler, etc. En fait, ils ne comprennent pas ce qui se passe. C'est ça qui est vraiment très très drôle, c'est que finalement, il n'y a que les personnages qui ont les pouvoirs qui comprennent ce qui se passe. Et tous les autres personnages, eux, ils vivent au premier degré, quoi. Ouais, c'est ça. Lui, là, il vient de se prendre des mots dans la tronche. C'est la puissance des mots, comme il le dit. Sauf que lui, il ne sait pas et il ne comprend pas comment il a eu très mal. Oui, Germain nous faisait signaler. Forcément, en tant que gens de bande dessinée, je pense qu'il faudrait que j'en parle à Fall parce qu'avec Mashup, je reste persuadé que c'est possible en jeu de rôle. On voyage en téléphone. Il suffit que tu aies le téléphone juste de la case d'à côté et donc du coup, tu passes dans la case d'à côté par téléphone. Et en gros, ça leur donne, dans le tome 2, super-héros de proximité, ça leur donne un souci parce que du coup, mais on peut rentrer en téléphone. Ah non, j'ai pas de réseau. Oui. Plusieurs fois, ils y vont en téléphone. Et le tome 2 est intéressant parce qu'il y a aussi la notion du grand vide. Parce qu'effectivement, il ne faut pas sortir de la page, parce que sinon vous disparaissez définitivement, et ça devient un danger. Alors que jusqu'à présent, Imbattable était vraiment imbattable et maîtrisait complètement le truc. Et là, maintenant, on se découvre que finalement, il y a un danger. Il ne peut pas faire n'importe quoi, sinon, effectivement, il peut disparaître. Et ça, c'est encore une nouveauté qui est vraiment intéressante. Le mec le super-héros a conscience. Ah oui, tiens, encore. Oui, on a découvert les univers parallèles. Les univers parallèles, deux histoires qui sont racontées en même temps. Et sur le coup, tu n'y crois pas. Tu te dis, non, c'est une blague, ça peut pas vraiment. Et en fait, si, ça se lit comme ça, puis ça se lit
comme ça et avec la même fin entre guillemets, ces histoires d'univers parallèles. Et ça, c'est assez excellent. Et puis, donc, on vous parlait avec Christophe de ce Néant. C'est un super-héros qui sait effectivement qu'il ne faut absolument pas tomber. Parce que là, si vous tombez en bas de la page, la glacière à pique-nique est partie. Voilà, elle est tombée dans le grand néant. Elle a disparu à tout jamais. Voilà. Alors, après, je sais pas dans quelle mesure il pourrait jouer avec ça. Parce que si Imbattable, un peu comme l'Alinéa, jouait avec son auteur, son dessinateur, Imbattable pourrait très bien dire je sais que je suis dessiné, donc s'il te plaît, dessinateur, ramène-moi. On ne sait jamais ce que ça pourrait se passer. Pour l'instant, il n'y a pas de notion d'auteur un peu Deus Ex Machina. Deus Ex Machina, exactement. Et là, en l'occurrence, il a failli y passer. Pas encore, mais bon. Il a eu très chaud. Heureusement qu'il y a la page d'à côté. Heureusement qu'il y a la page d'à côté. Oui, d'ailleurs, il faut bien lire parce qu'il faut vraiment regarder ce que tu dis. Mais par où il est apparu, et du coup, vous êtes obligé d'aller un peu plus loin pour savoir où est-ce qu'il va. Et donc, justement, le sens de lecture peut être totalement décalé. Entre autres, il y a eu aussi une histoire très intéressante avec une femme qui fonctionne à l'envers, qui marche à l'envers. Donc, l'histoire se lit des deux côtés. Vous avez la version gauche-droite. Et en même temps, après, faut relire l'histoire de version droite-gauche. Pour voir comment l'histoire est vécue par le personnage en lui-même. C'est même plus que droite-gauche parce que c'est pas en lecture à la japonaise. Elle part vraiment du bas de la planche. Pour remonter en haut, pour avoir son histoire à elle. Et puis enfin, un des autres super méchants que l'on recroisera, comme tu le disais Germain, c'est le recto verso, c'est-à-dire le plaisantin. Et au début, on ne comprend pas. Parce que du coup, on le voit juste arriver ici, alors on se dit téléportation, voilà, éventuellement. Et puis en fait, non, c'est juste que lui, il sait. Il traverse la page. Donc là, quand on le voit ici regarder, c'est parce que ici, de l'autre côté, il regarde. Avec le sens qui correspond. Ah oui, avec le sens, oui, tout à fait. Si tu le joues avec la transparence, tu tombes vraiment. Alors je sais pas si on arrive. On le verra peut-être pas ici. T'es vraiment pile poil dessus. Oui, c'est ça. C'est dessiné pile poil pour que ça soit l'autre moitié de corps et au bon endroit qui passe de l'autre côté. Ce qui finit par donner d'autres gags que tu ne peux pas vraiment comprendre une fois encore tant que tu ne lis pas l'autre côté de la page. Tout à fait. Alors par contre, je vais avoir une petite question. Tu parlais tout à l'heure, Germain, de Legacy sur le côté un petit peu démonté et tout. Je ne sais pas si toi, l'ayant découvert, lu et relu, pour l'instant je ne l'ai pas relu, j'ai l'impression que ça donne cet aspect, c'est trop cool à découvrir, mais après on le sait. Et donc ça devient, c'est pas que c'est moins cool, mais on se rappelle, comme pour Le Seigneur des Anneaux, avec émotion de la première fois qu'on lit le roman, là on se rappelle avec émotion la première fois qu'on découvre Imbattable. Est-ce que c'est pas un peu moins le cas quand on sait un peu plus à quoi s'attendre après ? Alors, moi j'ai ma réponse personnelle. Oui. La première fois tu découvres, donc tu es étonné. La deuxième fois, enfin après les fois suivantes où tu le relis pour la beauté de l'exercice. Moi c'est ça, je trouve ça étonnant, épatant. Moi je m'intéresse aussi à la bande dessinée et à son aspect rythme, style, technique, etc. Et moi je reste épaté par la technique. C'est ça, c'est le fait de pouvoir fonctionner, d'avoir cette idée-là et la construction, parce que justement on joue sur tous les codes. Donc du coup voir cette imagination, cette création sur les codes et ça, voilà, pour quelqu'un qui aime la bande dessinée et qui aime la technique de bande dessinée, pour moi ça se relie parfaitement. Ouais. Et il y a encore beaucoup à faire. Voilà. Il y a certainement encore. Alors que c'est génial. Et en même temps, pourquoi on n'y a pas pensé avant, en tout cas de développer ça autour. Et de fait, il y a encore certainement beaucoup à faire. Et en l'occurrence, y compris, vous le savez, sur Trick Track, on aime le jeu de rôle, y compris en jeu de rôle, puisqu'il y avait un scénario dans lequel les personnages devaient se rendre compte qu'ils étaient dans une bande dessinée. Et donc, le fait que maintenant les personnages savaient qu'ils étaient en bande dessinée, ils allaient pouvoir passer de case en case et jouer avec la temporalité. En l'occurrence, c'est ce qui se passe dans Imbattable. Il y en a d'autres de prévus? Parce que j'imagine que si ça marche comme ça, c'est que ça plaît. Alors, je n'ai pas ramené le dernier magazine Spirou, ça devait être il y a 2 semaines, où il y a eu la toute dernière histoire du tome 2. D'accord. Donc c'est tout récent, mais là…
Non, pardon, pas celle-là d'ailleurs. Pas avec le long. Celle aux États-Unis avec les couleurs. Oui, Avec une sorte de mini-récit, parce que là, tout à fait. il fait une bonne dizaine de pages. Un paquet de pages, oui. Et ça, Même plus que c'était, ça, oui. ça a été même publié en 2 fois. Mais ça, c'était, Page oui, 25 jusqu'à... il y a 2 semaines. Donc, Jusqu'à techniquement, 39. dans 2-3 semaines, Imbattable est à nouveau là avec une nouvelle histoire. Donc, il y aura un tome 3. Alors là, par contre, ça va peut-être prendre plus de temps parce que ça fait un moment que c'est publié dans Spirou et les albums sont Il n'y très a récents. pas de gag inédit, il n'y a pas d'histoire inédite. Non, il n'y a rien d'inédit. Là. Tout a été publié. Ouais. Donc Je là, me le rappelais pas de super-héros tout travaille avec les le temps. couleurs. Oui, ça. Voilà. Il travaille les couleurs, donc c'est pour ça que les pages disparaissent et deviennent orange. Au début, il les flashouille avec l'espèce de bitcode, mais en fait, ils mettent des lunettes de soleil, donc ça passe. Et alors, par contre, elle a été capable, voilà, de... Je sais que le noir, ça coûte cher normalement en imprimerie, non? Je sais pas. Mais là, ils ont pas hésité, puisqu'elle est capable de faire un espèce de grand vide, tout noir, puisqu'elle gère la couleur. Oui, et ce il personnage rencontre qui Barack joue Obama. sur la chromie est aussi intéressant. Bah Enfin, oui. je pense qu'il y a encore, il y a encore plein d'idées à avoir. Et, voilà, on est sur un personnage, en plus, qui est ça qui est drôle, c'est que lui, il vit tout ça de façon très, très naturelle, Oui, c'est calme. De toute façon, il sait ce qui se passe à la fin, généralement. Maintenant, là, effectivement, sur le tome 2, manifestement, il est un peu plus surpris, un peu plus déstabilisé. Donc, Oui, parce qu'il se passe d'autres trucs qu'il maîtrise un petit peu moins. Il Ouais. sort de son quotidien. Voilà. Hein, pour un super-héros de proximité, il sort de son quotidien, puisqu'il va après, c'est Barack Obama qu'il rencontre. Enfin, Oui, via oui, sa maman. Ouais. Enfin, a priori, c'est stylisé. Est-ce que vous aviez souvenir de ce dessin animé où la jeune fille, l'héroïne ou le héros avait un crayon magique et donc ce qu'elle dessinait, elle pouvait ensuite le prendre pour interagir avec le reste du dessin animé. Faudrait que je le retrouve parce que ça me fait penser un petit peu à Imbattable. Donc voilà, Imbattable, Pascal Jousselin, à découvrir, comme le disait Christophe ou Germain, c'est Germain en tout cas moi qui me l'a fait découvrir, merci Germain. Un pouce en l'air à Un pouce en l'air à Prouve, exactement. À découvrir soit pour le côté technique, cassage de code, de la narration, de la bande dessinée, du tempo, tous les codes qui sont détricotés, tordus et travaillés. Imbattable, Pascal Jousselin chez Dupuis, il y a 2 albums pour l'instant, Justice et légumes frais, super-héros de proximité, même les titres me font rire en fait. J'aime beaucoup. Et c'était dans le Strip Track. Merci beaucoup Christophe. Ben, merci à Germain. Merci Germain. Bah, de Comme rien. quoi, Oui. tu peux presque te faire rembourser ton abonnement à À Spirou. c'est Ouais. son outil de travail. Non, je plaisante. Pour un je album. plaisante. Merci beaucoup à Fal pour la réalisation. On se retrouve avec d'autres univers, tordus plus ou moins, dans la bande dessinée ou dans le jeu de société. Et en attendant, bonne lecture.